pour essayer de respecter les horaires qui nous sont imposés. Bonjour à tous, merci d'être là et de venir écouter cet atelier sur la thématique de l'e-communauté sportive. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis sociologue à l'Université de Montpellier et c'est moi qui vais être en charge d'animer ce débat de haute qualité, je crois. Donc je vais faire une micro-introduction, vraiment une micro-introduction, et puis après je laisserai la parole à nos spécialistes de la thématique. Simplement pour donner un peu le contexte, je vous propose de ne pas hésiter d'interagir, de poser des questions quand je vous solliciterai, soit à la fin de chaque intervention, soit à la fin des trois, on verra en fonction de l'ambiance. Sachez que je pense que surtout sur cette thématique, à mon sens, le débat peut être extrêmement enrichissant parce qu'on est quand même dans une période de transition, très clairement, là, sur cette question des nouvelles technologies, du digital, du numérique. Voilà. Donc je pense que le débat, notamment dans cet atelier, peut être très riche. Et donc j'espère qu'on ne se contentera pas de nos trois interventions, même si elles seront de qualité, j'en suis sûr, et qu'on sera dans une forme de discussion. Ce que je voulais dire, moi, comme petite introduction, avant de laisser la parole à Julien Vidal, c'est que dans le mot e-communauté, à mon avis, il y a la question du i, donc qui renvoie à la question du digital, du numérique, etc. Monde dans lequel on baigne, très clairement, et qui a des répercussions énormes et des transformations sociétales qui, moi, me passionnent. Mais le terme qui m'intéresse aussi dans le titre de la thématique, c'est la question de la communauté. Et c'est certainement, bon là vous voyez le sociologue qui parle, mais c'est les questions que j'aimerais bien vous poser moi, si j'étais dans la salle. C'est la question de savoir comment la technologie, ou le digital ou le numérique, crée, transforme, questionne la question de la communauté, recrée des nouvelles communautés. Enfin voilà, là il y a à mon avis débat et question sur cette thématique. Donc j'aimerais bien qu'on élargisse la question du digital, du numérique à qu'est-ce que ça a comme transformation dans le monde sportif, dans le monde des fédérations, dans le monde du haut niveau, dans le monde du sport amateur, du sport ludique, du sport loisir, etc. Toutes les thématiques qui ont été par ailleurs traitées dans d'autres ateliers. Je vous laisse la parole et puis on attaque. Allez. Donc Julien Vidal, cofondateur de Start-or-Not. Bonjour. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Julien Vidal, je suis professeur de PS, je suis là parce que j'ai une autre casquette aussi, celle de créateur d'une start-up. Une start-up qui est liée au monde du sport et qui contribue à développer une communauté de sportifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Alors, je n'ai pas voulu vous bassiner des heures sur ce qu'était la e-communauté, mais en quelques mots, je vais vous raconter notre histoire, ce qui nous a poussé avec un associé à créer Start-or-Not. C'est une société qui permet l'échange de dossards, c'est-à-dire qu'on est passionné de course à pied, de trail et de sport d'endurance de manière générale. Et en ayant fréquenté des clubs parisiens et des clubs de sport et même quelques réunions de fédé, on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de communication, tout un tas de discussions qui n'étaient pas centralisées sur des lieux communs. Et donc, du coup, on s'est décidé de permettre aux sportifs d'échanger sur leur passion et notamment sur leur capacité à parler de matériel, à parler d'installations sportives, à parler de lieux où ils pouvaient se rencontrer, faire du sport ensemble, etc. Et par extension, est né Start-or-Not, qui est une boîte qui permet d'échanger des dossards quand on a un empêchement et qu'on est inscrit sur une compétition. Donc, on avait une conviction quand on a vu le site internet de notre club, qui était dans le 12e arrondissement parisien, c'était que, en fait, ces échanges-là pouvaient se faire et se feraient dans l'avenir que par le numérique. Et notre idée est née en 2011 et aujourd'hui, on s'aperçoit, par les études, là, comme c'est marqué là, l'étude Sport Lab et de la FFA, qu'aujourd'hui, 65% des coureurs sont connectés.
et que par conséquent, si on veut les capter, ces coureurs-là, c'est la fin du flyer, quoi. C'est la fin du dépôt de la petite annonce à la boulangerie, et ça se passe sur des plateformes, sur des forums, etc., etc. Donc, en créant StarterNote, on a voulu rentrer dans un écosystème où tout le monde était gagnant, c'est-à-dire les organisateurs de courses, c'est-à-dire les coureurs et bien sûr StarterNote. Et donc on a voulu réunir tout ce petit monde de passionnés pour leur faire profiter d'un service additionnel qu'on considère, nous, de qualité, puisqu'il rend service aux coureurs quand ils ont un empêchement, ils permettent à d'autres coureurs de profiter d'une opportunité à prix réduit en rachetant un dossard, et ils permettent aux organisateurs de courses, qui sont parfois des collectivités territoriales, de remplir pleinement leurs événements. Pour qu'on parle bien de la même chose, je vous ai défini ce que je considère être une e-communauté. Donc, ce sont tous ces espaces d'information, de communication, de collaboration et d'expertise dédiés à la communauté des professionnels ou des particuliers. Pour nous, ce sont des particuliers, des différents écosystèmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le lieu, les forums, etc., qui réunissent tous les passionnés du même sujet. Pour moi, il y a cinq points essentiels que j'ai définis de manière assez brève, qui donnent un grand intérêt à cette e-communauté. La première, c'est qu'elle rend possible ce qui ne l'était pas avant. Même les fédérations, on le verra tout à l'heure avec peut-être mon collègue, disait que les choses se faisaient par papier, c'était difficile de capter ces gens, c'était difficile de communiquer avec eux. Aujourd'hui, les communautés du running, Running Heroes, Strava, etc., réunissent plusieurs millions de coureurs, et un simple post peut capter très facilement un auditoire qui est ciblé et qui est très attentif puisque passionné. À l'inverse, ça permet à toutes ces personnes-là qui sont passionnées de savoir où est-ce qu'il faut aller chercher l'info. Okay, aujourd'hui, faire une programmation pour un marathon, s'entraîner au squash, s'entraîner en natation, etc., par le biais du numérique, c'est très facile de ne plus faire n'importe quoi. Donc, tout ça, avant, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il fallait aller dans une BU, lire des livres de physio, etc., ce qui n'est plus le cas et qui rend les choses accessibles. C'est notamment la e-communauté. Le deuxième point, c'est que ça permet, quand je parle, j'ai réfléchi à l'avantage que ça pouvait procurer aux collectivités territoriales, et c'est que clairement, ça permet d'inverser ou en tout cas de rétablir l'équilibre entre les grandes villes et les petites communes. Clairement, aujourd'hui, les places fortes du sport, c'est autant Annecy, c'est autant Saint-Guilhem-le-Désert qui est pas loin de chez nous que Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse. Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement parce qu'on connaît très bien le marché, des organisateurs de marathons de grandes villes sont jaloux de ce qui peut se passer dans des villes comme Chamonix où pour participer à une course, il faut s'entraîner pendant 3 ans, collecter des points et puis après être tiré au sort, alors que d'autres parfois peinent un peu plus à remplir leurs événements. Donc en fait, quand on est une collectivité territoriale, on est un lieu unique à mettre en avant, et cette force de communication par les e-communautés, elle est beaucoup plus facile à mettre en avant qu'il y a ne serait-ce que 15 ans. Ensuite, malgré le fait qu'on soit amateur, parce que dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de collectivités territoriales avec qui on travaille, on a des bénévoles. Et malgré ce bénévolat, les communautés, elles permettent, et les réseaux sociaux notamment, permettent de communiquer avec un certain professionnalisme. Et donc, en fait, ça nivelle un petit peu cet impact qui était largement différent il y a, je vous dis, début des années 90, il y a 15 ou 20 ans, même un peu plus. La photo que vous voyez là, d'ailleurs, elle a le temps à prouver. C'est une course partenaire là, de StarterNote qui réunit 6000 coureurs au fin fond de l'Ariège. Chose qui n'était pas forcément faisable il y a 20 ans. Et la croissance exponentielle de cette organisation, elle dépend uniquement du numérique, puisque aujourd'hui il n'y a aucune communication de cette cyclosportive qui se fait par le biais de papier ou de coups de téléphone. Tout est fait par newsletter, flyer et communication numérique. Donc, le troisième point qui, pour moi, met en avant, qui donne un intérêt supplémentaire à la e-communauté, c'est cette opportunité fantastique pour organiser des événements. Qu'on soit un club, une association ou même une collectivité territoriale, on ne se pose plus la question de savoir s'il y a une présence en fait, des concurrents sur la course qui va être la nôtre, parce qu'en fait, on connaît les taux de conversion.
On sait que nous, quand on fait une publication, elle est vue 1500 fois dans une matinée et on sait très bien qu'il va y avoir un retour de 200, 300 personnes sur notre site avec un taux de conversion de 5 à 10 achats, vous voyez. Et donc, en fait, les publications de ces organisations sportives, quand elles mettent le nez dedans, quand elles se penchent à leur publication, quand elles essayent de toucher cette e-communauté, elles voient qu'il y a un retour direct et qui est beaucoup plus facile et beaucoup moins, on va dire, sollicitant en énergie et en temps et en ressources humaines que ce qui se faisait auparavant. Le quatrième point, c'est que les e-communautés, et par le biais d'applications diverses, elles répondent à des problèmes, à des problèmes qui ont déjà été rencontrés par tous les sportifs ou par tous les organisateurs. Aujourd'hui, quand vous cherchez dans l'App Store ou ailleurs une application qui est dédiée au sport, cette application, elle vient bien sûr répondre à une problématique. Et quand Bruno m'a sollicité pour intervenir, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que en fait, les collectivités territoriales, elles utilisent peu ce biais. Elles sont très peu investies. En fait, on a deux mondes parallèles. Des collectivités territoriales qui sont très bien équipées, qui avec parfois des taux d'occupation d'installations sportives assez faibles, et par ailleurs, des startups qui avancent à 2000 à l'heure, qui captent un pool de personnes qui est impressionnant, et tout ça avance de manière parallèle avec un grand mur au milieu sans aucune communication. Or, les collectivités territoriales, elles pourraient optimiser leurs installations sportives en mutualisant, en partageant l'information ou en synchronisant des envies soit de particuliers, soit de petits clubs, soit d'associations libres qui se passent dans le village d'à côté ou dans la commune d'à côté, mais qui n'ont pas d'installation pour soit profiter d'un moment sportif ou soit organiser un événement et rassembler tout ça dans un gymnase, etc., etc. Donc l'intérêt de ces applications et l'intérêt de la e-communauté, c'est aussi de faciliter, en tout cas pour les collectivités territoriales, les clubs et les associations, c'est aussi de faciliter cette mise en relation de compétences ou de services. Et aujourd'hui, ces applis, elles mettent en avant des bons plans, elles mettent en avant ce qu'il faut voir dans une région, donc la mise en avant du territoire. Je parlais il y a peu avec le responsable des sports de la mairie d'Agde, et on a tous dans nos villes des choses qu'il faut faire quand vous venez, et ces applications, elles contribuent à mettre en avant ces centres d'intérêt. Enfin, et c'est pas le moindre selon moi, mais le cinquième point, c'est qu'en fait, cette e-communauté, elle place l'usager au centre de l'action. C'est-à-dire que avant, sur les collectivités territoriales, tout était géré par une administration avec des formulaires, parfois quelque chose de pesant. On donnait une envie, l'envie était traitée, puis après on avait une réponse, etc. Or, aujourd'hui, à l'ère du numérique, l'information, elle doit se trouver facilement, elle doit se trouver rapidement, et sinon on abandonne. Okay, la e-communauté, c'est véritablement le moyen ou le biais par lequel on peut soit trouver un avis, soit trouver un service, soit trouver une compétence. Et donc du coup, l'usager, il est maître de ce qu'il veut, quoi. Il n'a plus à attendre des heures et des heures. Et ça a une conséquence majeure pour les collectivités territoriales. Et quand nous, on travaille avec des organisateurs, c'est passer par le biais de notre société, passer par le biais de telle application, et vous aurez plus besoin de vous soucier de ce problème. Concentrez-vous sur ce qui est votre métier, l'organisation de votre événement, et toutes ces problématiques-là qui vous embêtent, qui vous sollicitent, laissez-nous les traiter. Et on le fera mieux que vous, dans des délais plus brefs, et en plus de ça, on pourra capter une communauté que potentiellement vous n'avez pas. Donc en conclusion de cette petite présentation, on voit bien les atouts du numérique, l'allègement de certaines tâches, une force de communication, un ciblage, enfin on arrive à capter les gens à qui on veut parler. Et l'ouverture qu'on pourrait avoir sur ce thème-là, c'est vraiment quelle place laisser à l'e-communauté. L'e-communauté, ça a tout un tas d'avantages, mais ça a aussi parfois un petit retour salé quand les gens se mettent à communiquer sur des choses dont vous n'êtes pas responsable, ou alors à proposer des choses ou à se plaindre de choses qui ne sont pas encore faites, etc. Et donc, je pense que la e-communauté, quand on l'utilise, il faut savoir comment l'utiliser et mettre certaines barrières pour pas qu'on soit victime de retours ou d'effets pervers d'informations qu'on a lancées. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction parfaite. Est-ce qu'il y a des questions à chaud, une petite réaction que l'on pourrait faire tout de suite ?
toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Bonjour, Goldfarb Jimmy, Krebs Montpellier. J'ai juste une petite question basique. Je vois que vous communiquez sur les réseaux sociaux, pas de souci. Est-ce que vous communiquez via les applications qu'on se sert, style Endomondo, pour envoyer des notifications sur des coureurs, tout ça? Voilà. Alors, on a défini avec mon associé une stratégie de communication qui était bien définie, qui était en fait d'être présent sur les applications gagnantes en fait. C'est-à-dire que il y a tout un tas d'applications de suivi des coureurs sur lesquelles on n'intervient pas parce qu'aujourd'hui on pourrait s'y perdre parce qu'elles sont trop nombreuses. Par contre, on a une équipe sur Strava, sur une e-communauté qui est très présente et on est présent dans plus de 80 ou 90 clubs de coureurs gratuits. Parce que nous, ce qu'on propose, ce sont des bons plans. Et donc du coup, l'effet de conversion qu'on peut avoir sur nos interventions, il est là où les gens cherchent les bons plans. Donc en fait, on est une équipe de 10 personnes de sportifs amateurs là, qui sont des amis, qui relayent un peu partout en France notre intervention. Donc on a fait le choix d'y être. Aujourd'hui, avoir des personnes qui likent notre page, ça ne nous intéresse plus du tout. Par contre, être connu de tout un tas de personnes qui sont ciblées dans je participe à des courses et je recherche un bon plan, ça nous intéressait. Donc voilà, on ne perd pas notre temps à être présent sur les centaines ou les dizaines d'applications liées au running ou aux autres. Est-ce qu'il y a une petite question en plus sur cette question ou est-ce qu'on passe à un intervenant suivant qui peut-être... Si je peux rajouter quelque chose, aujourd'hui, certaines fédérations essayent de centraliser cette communauté. Par exemple, la FFA fait un site sur lequel vous pouvez vous connecter, sur lequel vous pouvez retrouver vos temps de course, etc. Mais si vous voulez, cette communauté, comme celle dont vous avez parlé tout à l'heure, elle n'est pas liée à notre business. Donc du coup, on est allé chercher notre business ailleurs, voilà, d'une autre manière. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez garder des questions en tête et puis on aura le temps d'y revenir. Évidemment, je laisse la parole donc à Dominique Fontanon, qui est membre actif de la Fédération de squash. Très actif, je crois. Je te laisse. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter dans un premier temps la fédération. Oui, ça va être ça. Super. La Fédération française de squash, dont je suis le secrétaire général. Et puis, je vous présenterai après les moyens de communication en e-communauté que l'on a mis en place au niveau de la fédération. Vous verrez dans ma présentation que en fait, elle se définit en 3 axes. Un axe pour je dirais les joueurs loisirs, un axe plutôt pour les compétiteurs, et puis un axe pour l'organisation interne de la fédération. Donc juste une petite, j'en profite de parler de cette fédération qui est une petite fédération malheureusement non olympique pour redonner quelques origines. Donc c'est une fédération assez jeune puisque le squash est apparu au 19e siècle avec des termes anglais. Pour ceux qui voudraient la présentation, elle sera à leur disposition si des gens sont intéressés par notre discipline. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le squash est vraiment une origine britannique. Et donc on s'est greffé au niveau de la fédération sur tout ce qui est déjà une organisation très anglaise. Donc un sport mondial, c'est vrai qu'il est très, très, très pratiqué, 40 millions de joueurs dans 190 pays. Et avec des nations majeures que l'on connaissait jusqu'à maintenant, puisque quand on parle de squash, on parle surtout de l'Angleterre et du Pakistan, alors que maintenant on est vraiment sur une domination égyptienne. Juste pour donner un exemple, parce que c'est très flagrant, que ce soit dans le top 10 masculin ou féminin,
6 ou 7 joueurs sur le top 10 sont des Égyptiens, et même en équipe, ils gagnent tous les championnats du monde. Donc il y a vraiment quelque chose à apprendre de ce côté. Voilà. Donc une échéance importante pour nous, puisqu'on est pour la 3e fois, on se lance sur la campagne olympique, et pour nous, Paris 2024 est une vraie aubaine. Avec un athlète, surtout 2 athlètes emblématiques de la fédération, puisque on a une joueuse qui est Camille Serme, qui est numéro 3 mondial, et puis Grégory Gauthier, qui est encore à l'âge de 35 ans numéro 1 mondial, et qui a été 2 fois champion du monde. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, puisqu'on est dominé essentiellement par tous les pays anglo-saxons. Donc une petite fédé, comme je le disais, 25 000 licenciés, dont à peu près 7 000 compétiteurs. Le reste est du loisir. C'est un peu comme, je dirais, je prendrais comme comparaison le bowling. On va faire sa petite partie de squash entre midi et 2. On mange un sandwich et puis on retourne bosser, quoi, voilà. Donc 25 000 licenciés, mais on estime entre 250 000 et 300 000 pratiquants. Donc des gens qu'il fallait qu'on puisse joindre. Et une expérience squash française qui est admirée par toutes les nations, et en plus un sport adapté à tous, ludique, bénéfique pour la santé, contrairement à ce qui peut être véhiculé sur un sport à haut risque, alors qu'au niveau de nos assurances, on est au même stade, au même plan que la pétanque. Et donc, voilà, j'en arrive pour vous présenter les trois services qu'on a pu mettre au niveau des licenciés. Comme on le disait tout à l'heure, jusqu'à encore 10 ans, on gérait presque tout sur papier, que ce soit les organisations sportives, tout ce qui était compétition, classement, résultats. Et donc on a développé au niveau de la fédération un outil qui s'appelle SquashNet, qui a été créé en 2010, donc c'est pas si vieux que ça, et qui permettait de gérer tout ce qu'on ne pouvait pas faire lors de nos tournois, c'est-à-dire les erreurs de classement, les retards des joueurs, enfin il y avait pas mal de choses. Et du coup, depuis cette évolution, on a quand même pu régler pas mal de problèmes. Donc une application qui est ouverte pour la gestion des compétitions, donc un licencié avec un code spécifique peut aller consulter, que ce soit le calendrier, les classements, les résultats, ses performances, et ce qui permet maintenant de pouvoir faire des inscriptions en ligne, une gestion sécurisée, bien sûr, pour les juges arbitres qui gèrent toutes ces compétitions, une diffusion en direct des résultats, ce qui permet de ne pas avoir un relais même les week-ends, et donc ça se fait en automatique. Bien sûr, le calcul du classement automatique, et un espace licencié avec les statistiques. Et ce qui nous a fait progresser à peu près entre 17 et 20% de licenciés compétiteurs qui attendaient vraiment de pouvoir suivre leurs résultats. Ça, c'était sur le niveau compétiteur, qui représente à peu près, sur les 30 000 licenciés, à peu près 7 000 licenciés. Et donc on s'est intéressé un petit peu à ce qu'on pouvait mettre en place pour les gens qui viennent jouer tous les jours dans les clubs. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle le Squash Pool, c'est-à-dire une application qui était au service des clubs, que l'on voulait rallier à la fédération. Donc et on s'était aperçu qu'il y avait une baisse du nombre de licences, du nombre de pratiquants, et puis une difficulté de fidéliser. Donc on cherchait un outil pour pouvoir ramener dans ces clubs qui sont bien souvent non affiliés des licenciés. Et ces gens, qui sont bien souvent des privés, n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à s'occuper de leurs clients, à part que ce soit des vrais clients, et ils leur vendent vraiment du squash à l'horaire, quoi. Voilà. Donc on a mis une application en place qui permet aux joueurs entre eux, et relayée sur des mobiles, de pouvoir se défier, se prendre des rendez-vous, jouer entre eux,
gérer ses résultats. Et c'est un début chez nous, ça fait 2-3 ans que c'est mis en place et ça commence à pas mal marcher. Voilà. Donc voilà, je vous résume un petit peu les fonctionnalités. Voilà, l'inscription des joueurs en direct, la saisie des résultats. Ce qui est surtout intéressant, c'est que par cette possibilité de gérer ça de son mobile ou de son ordinateur, permettait de détacher, enfin de donner plus d'autonomie à ces personnes et en plus qu'au niveau des clubs, ils n'aient pas à s'occuper de tout ça qui en fait leur prenait pas mal de temps. Et la dernière pour ceux peut-être qui connaissent déjà ce réseau social, qui est un réseau social privé et intéressant, puisque sans publicité, sans gestion de données, on travaille donc maintenant avec Waller. Donc c'est un outil qui permet, qui a été mis en place par la fédération, parce qu'on s'aperçoit qu'on avait un manque de communication, bien sûr, entre les différents acteurs, que ce soit entre les ligues, les comités départementaux et les clubs. Et on avait une image donc trop distante de la fédération, surtout pour une petite fédération qui n'a que 7 ou 8 cadres d'État. Donc c'était un peu difficile de pouvoir relayer tout ce qu'on voulait faire passer à nos licenciés. Et donc c'est un outil assez efficace, puisque on travaille sous forme de sphères. Donc on peut faire des sphères, par exemple, pour les ligues, pour les comités, on peut faire ce que l'on veut. Enfin, c'est vraiment, depuis ça, c'est une vraie efficacité sur la communauté squash. Donc création de sphères, partage d'informations et de documents. Et surtout, un point important, quand on est une petite fédé avec peu de moyens, c'est tout le système de visioconférence pour animer des réunions et puis créer des sondages. Enfin, il y a plein de choses qui sont disponibles. Voilà, je vous ai un peu fait voir ce que l'on faisait au niveau de la fédé. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis ces outils en place, on a une vraie communication avec notre petit groupe, mais on a vraiment ressenti le retour rapidement. Merci bien. Merci beaucoup de nous présenter une initiative qui vient des fédés. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir qu'il y a des initiatives qui viennent du monde privé dans le domaine de cette e-communauté, et puis des initiatives qui viennent aussi d'une prise de conscience des fédérations. Est-ce que, même principe que tout à l'heure, est-ce qu'il y a une petite réaction à chaud avant la phase de questions qui sera à la fin des 3 interventions ? Bon, moi j'ai plein de questions, mais je les réserve pour après. Donc je laisse la parole à notre 3e intervenant qui va nous présenter, si je ne me trompe pas, je suis sûr de ne pas me tromper d'ailleurs, une piscine connectée, décorée et connectée, qui simplifie la vie des gens qui veulent s'entraîner ou même passer du bon temps dans l'eau, d'après ce que j'ai compris. Oui, absolument. Merci, bonjour. Je suis Alexandre Gandouin, je travaille pour la société Myrta Pools. Myrta Pools, on fait des bassins en inox colorés. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on vient faire dans l'e-communauté, puisque des bassins en inox mais en fait, comme cela vient d'être dit, nous avons mis au point le premier bassin connecté au monde. Alors je vais vous montrer quelques petites vidéos pour que vous puissiez apprécier le fonctionnement du système. Ça s'appelle Virtual Trainer. Bon, un mot sur l'entreprise quand même. Pourquoi on en est arrivé là ? Comme je vous disais, on fait des bassins en inox colorés. On en fait partout dans le monde. En France, on a déjà participé à pas loin de 200 projets, partout sur le territoire. Hein. On est répartis dans toutes les régions. On participe en fait aux grands événements de la natation mondiale, puisqu'on installe tous les bassins des Jeux Olympiques et des championnats du monde de natation, et bien souvent des championnats d'Europe également, parce qu'on a cette capacité, même si ça ne représente que 2% de notre chiffre d'affaires, d'installer les bassins, de les démonter et de les réinstaller en définitif pour une collectivité qui les aurait achetés.
Notamment, on l'a fait le premier en France en 1988, championnat d'Europe de natation à Strasbourg. On monte un 50 mètres pour l'échauffement et la récup. On démonte le bassin et depuis, on l'a réinstallé à Canet-en-Roussillon, où il vit sa vie depuis 1988. Voilà. Mais donc, travaillant avec la natation de haut niveau, on en est venu à mettre au point ce Virtual Trainer. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo. Voilà. Le premier projet qu'on a équipé en France, c'est la piscine de Issy-les-Moulineaux. Monsieur Santini, le maire, est très axé Smart City. Il est à fond. Il n'était pas illogique qu'on la fasse là-bas. Voilà, donc... Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle de la piscine Alfred Sevestre d'Issy-les-Moulineaux avec un grand champion sportif, Grégory Mallet, et également le club d'Issy Triathlon. La piscine, en fait, c'est une complémentarité avec la piscine Aquasena, où c'est une piscine, on va dire, un peu plus sportive, alors que la piscine Aquasena est plus feng shui. Aujourd'hui, le ressenti est très très bon et les gens ont vraiment envie de venir, que ce soit tous les usagers, que ce soit justement le troisième âge, les enfants, au niveau des scolaires, au niveau des clubs. Tout le monde aujourd'hui est content de la piscine. Elle est dotée de ce système Virtual Trainer qui est novateur en France et c'est la première piscine à être dotée de ce système-là, qui est sous une base de LED donc lumineux, qui permet d'avoir un repère visuel de la performance ou du chronomètre ou de l'allure de nage qu'on souhaite donner. C'est un atout supplémentaire pour la progression, pour la performance de haut niveau, mais aussi pour le nageur amateur qui souhaite progresser. Ici, on a un bassin 25 mètres qui se trouve juste derrière moi, également un bassin d'apprentissage d'activité avec un fond mobile qui va de 0 à 1,40 m. On a également 2 saunas et un hammam. Et on a aussi une salle de fitness qui se trouve au rez-de-chaussée. On a aussi pour l'été un solarium avec une pataugeoire et un splash pad. Aujourd'hui, on peut dire, enfin, en France, on a une piscine connectée. L'équipement, il est révolutionnaire. Il va vraiment nous aider, nous, en tant qu'entraîneurs, à nous détacher de certains chronos. Ça révolutionne notre entraînement. On va pousser nos limites encore plus loin. On va essayer d'aller chercher la petite lumière qui va nous faire se dépasser. On nous demande toujours d'être régulier pendant les 100 mètres. Et des fois, on a du mal. On a des 5 secondes d'écart et là, du coup, ça nous permet d'être bien régulier. Vous avez un outil fabuleux à Issy-les-Moulineaux avec un système qui est novateur, un système high-tech et profitez-en parce que c'est pas donné à tout le monde en France et c'est pas donné à tout le monde dans le monde entier. Donc vous avez un super outil et à vous d'en profiter. Je vous conseille, c'est vraiment fabuleux. Et Grégory, qu'il avait d'ailleurs testé aux États-Unis quand il s'entraînait, maintenant il a pris sa retraite. Il a 31 ans, hein, normal. Hein, il l'avait testé aux États-Unis. Alors, je vais vous montrer. Mince. Ah mince. Je voulais appuyer sur échappe et je me suis gouré. Ah, je suis désolé. Voilà. Donc vous avez vu le système. Ce sont et on va venir à l'e-communauté hein, assez facilement. Vous allez comprendre pourquoi, puisque en fait les lignes dans le fond, les lignes de LED sont connectées à un ordinateur. Le programme d'entraînement est donné via une clé USB appartenant à chaque sportif. Mais le truc, on peut dire, voilà, aujourd'hui 400 mètres à telle vitesse, après 200 mètres à telle vitesse, et tout est programmé. Et toutes les données, bien sûr, peuvent être après partagées. Là, on est dans l'e-communauté, entre les nageurs du club. Je vais vous montrer comment ça marche un peu plus précisément. Alors, par contre, la musique d'ascenseur, là, c'est pas terrible. Je sais pas comment. Merci. Merci. Voilà, donc on peut mettre sur un bassin de 25 mètres jusqu'à 6 couleurs. Donc chaque nageur a sa couleur. Voilà, donc le sportif arrive avec sa clé USB, comme je le disais. Il a son programme d'entraînement du mois, du trimestre ou de l'année, peu importe. On programme la séance et attention, c'est parti. Voilà, et l'idée, bien sûr, c'est de suivre et de se régler. Vous allez voir, on peut faire du fractionné, évidemment, en disant, voilà, là, sur 10 mètres, on accélère, là, il ralentit, il est en récup. Voilà, tout est possible. L'idée du Virtual Trainer est en train d'évoluer déjà. On vient d'installer à Issy-les-Moulineaux, mais déjà on travaille sur la signalétique.
signalétique, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo de ici les Moulineaux, on avait fait un drapeau bleu, blanc, rouge, un drapeau français qui filait dans le fond du bassin. On a fait ça, mais ça peut devenir la signalétique, c'est-à-dire un quart d'heure avant la fermeture de la piscine, on fait clignoter le fond du bassin, ainsi les gens qui sont sourds ou malentendants, qui n'entendent pas les signaux sonores, peuvent voir qu'on ferme. Fermeture d'urgence, je ne sais pas pour quelle raison, pareil, on fait clignoter. Voilà, donc on était sur le sport de haut niveau, on va vers la signalétique, mais on peut aussi aller vers l'animation. Par exemple, un club, on réunit les enfants d'un club, on leur met le temps de Florent Manodou au dernier JO, au dernier mondiaux, elle dit allez vas-y, chope le temps. On peut aussi, ce que je disais tout à l'heure, imaginer, on sépare les lignes sur les bassins dans les piscines. Alors, on a une ligne pour les nageurs lents, une pour ce qui va un peu plus vite, etc. On peut faire une ligne verte pour les nageurs les plus lents, une bleue pour ceux qui vont un peu plus vite, une rouge pour ceux qui vont encore plus vite, et ceux qui sont au top, ils ont une ligne noire. Voilà. Donc on peut vraiment tout imaginer et bien sûr derrière partager les données de l'entraînement entre chaque sportif. Voilà, est-ce que j'ai une autre petite vidéo à vous montrer dans le sens de l'animation? Ouais, bon voilà, là tout est dit en fait. Vous voyez, vous avez vu le système. On peut mettre n'importe quelle couleur évidemment. Voilà, j'en ai fini et si vous avez des questions, j'y réponds bien volontiers. Bon, merci à tous les trois. 3 exemples très différents et à mon avis très instructifs qui sont très clairement dans l'air du temps. Voilà, une vague, la vague du numérique, la vague du digital et de ces fameux réseaux sociaux va nous envahir quoi qu'on dise. Donc autant que le mouvement sportif s'y prépare et essaye de voir comment il peut s'adapter à ce phénomène sociétal, très clairement. Est-ce que maintenant que vous avez eu le temps de réfléchir et que vous avez bénéficié de 3 interventions de qualité, est-ce que vous avez une petite question? Je vois une main qui se lève, que je remercie. Oui, donc merci pour la présentation. Donc directeur des sports à Muret, à côté de la Haute-Garonne. Pour aller plus loin, puisque apparemment le maire de ici, le Moulineaux, est novateur, est-ce que moi, je viens à Paris de temps en temps? Est-ce que je peux réserver voilà, avec la communauté à ici, le Moulineaux? Je vais arriver, admettons, le matin, je voudrais aller nager pendant 1 heure, donc bon, je ne connais pas, je ne sais pas où c'est, mais voilà, je vais réserver de 11h à midi. Est-ce que c'est possible à ici, le Moulineaux? Ou est-ce que ça sera possible un jour de pouvoir réserver ce créneau dans cette piscine? Le modèle économique autour du virtual trainer. Merci. Allô? Oui, c'est bon. Le modèle économique, il est à inventer. On a de la chance. C'est une société très compétente qui exploite cette piscine d'ici les Moulineaux, Vermarine, pour ne pas la nommer, et qui est en train, au travers de son directeur qu'on a entendu tout à l'heure interviewer, d'inventer complètement des applications. Et évidemment, ce dont vous parlez tout de suite va être faisable. Aujourd'hui, ce n'est pas encore mis au point puisque c'est ouvert depuis 3 semaines. Mais oui, ça va être faisable. L'idée de toute façon est de mettre le virtual trainer à disposition du public. Évidemment, des gens qui nagent. Mais oui, l'idée elle est là. Et bien sûr, oui, on va bien sûr tout gérer avec le smartphone, évidemment. Question qui me semble intéressante, notamment parce que le monde de la médecine est en avance sur cette question-là. Pour avoir réservé chez le kiné il n'y a pas très longtemps, il est possible maintenant de réserver son rendez-vous via Internet avec l'ensemble des créneaux disponibles, etc., en faisant 2 clics. Une autre question qui va dans ce sens ou qui prolonge la réflexion Bonjour, Jean-Baptiste Bayon de la communauté d'agglomération du Havre. Ma question pour Monsieur Vidal, on sent bien que cet outil cible un public particulier, et je me mets à la place de l'organisateur qui, lui,
cherchent. C'est la mort du flyer, vous disiez. Sur le flyer, il y avait souvent la boulangerie, la boucherie, que tout le monde connaissait, on passait devant. Et je me dis que maintenant, eh ben, tout le monde ne la verra plus. La boulangerie. Ou Castorama. Ou... Alors on travaille avec l'Urban Trail du Havre, d'ailleurs. Donc en fait, pour reparler de l'expérience qu'on a eue au Havre, c'était un organisateur qui était venu faire un triathlon ici, au triathlon du Salagou, et qui justement a profité de notre système, a trouvé ça intéressant et l'a rapatrié là-haut. Et donc, si vous voulez, on a plusieurs poules de courses. On a des courses, on va voir une course là que j'ai faite justement dimanche, qui se passe à Villeveyrac et d'autres dans les lieux. Et quand on parle aux organisateurs de ces courses, en fait, ils ont une captation, si vous voulez, du public qui est tellement locale que du coup, ça les intéresse même pas si vous voulez, de travailler avec nous. Et quand je lui ai dit, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément amener de plus en plus de personnes, etc. Ce qu'on veut aussi, c'est faire connaître votre territoire. Il y a des courses pour lesquelles on fait de la publicité, on n'intervient pas dessus parce que ils ont des teasers magnifiques avec des vidéos de leur lieu, etc. Et on les publie régulièrement sur nos réseaux sociaux pour mettre en avant le territoire parce que on a un attachement amical à la personne qui organise, etc. Donc, nous, bien sûr qu'il faut que quelque part ce soit rentable à terme notre activité, mais quand vous me parlez de la boulangerie, quelque part, nous, on la fait vivre aussi. C'est-à-dire qu'on amène quelqu'un du Havre au Salagou, on amène quelqu'un de Montpellier au Havre, et il risque de passer de la même manière dans cette boulangerie. Et disons que l'exemple est bien choisi parce qu'en fait, la boulangerie, c'est pas le lieu, si vous voulez, où on va chercher l'information de ce trail-là. Par contre, nous, si je prends un autre exemple, Cassis, un triathlon qui fait 400 coureurs, on fait 45 échanges. Donc il y avait 45 personnes qui s'abstenaient d'y aller parce qu'elles ont eu un problème. Et nous, on ramène 45 personnes avec leur famille, avec de la location de gîtes, d'hôtels, etc., de la consommation de restaurants et certainement un passage à la boulangerie à la fin de l'épreuve. Voilà. Le fait de cibler un public, je suis impressionné par la viralité de ces communautés. On touche un nombre de personnes hallucinantes en si peu de temps. Et d'un autre côté, on touche le même type de personnes. Ce sont que des triathlètes qui sont venus au Havre faire l'Urban Trail. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens, alors peut-être pas pour un triple effort, mais pour une course à pied, ou qui vont pas forcément connaître ce moyen. Et je suis pas allé au bout de ma première idée. Villeveyrac va continuer, si vous voulez, à solliciter, à mettre des flyers sur les parkings, sur les courses environnantes pour aussi capter ces personnes-là. Mais l'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. Si nous on met un teaser sur notre page ou sur notre newsletter 3 semaines avant la course, on est très présent dans le sud-est de la France, sur le nombre de nos membres, c'est certain qu'on va capter des personnes pour venir voir ce lieu. Et c'est sûr que la personne qui court une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, celle-là, elle n'est pas forcément connectée, elle n'est pas forcément liée à notre page, et l'information, elle va la trouver là où elle a l'habitude de la trouver, c'est-à-dire en passant devant la mairie, en passant à la boulangerie, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais si vous voulez, aujourd'hui, le ratio de recrutement, il a tendance quand même à basculer, et les gens, par exemple, l'âge moyen de notre connecté, aujourd'hui, il a 40 ans. Ce qui n'était peut-être pas le cas, moi, ne serait-ce que moi, quand j'avais 20 ans, j'étais connecté, mes parents ne l'étaient pas, et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde est connecté. Donc en fait, si vous voulez, l'un n'empêche pas l'autre, mais comme tout le monde est connecté, il y a quand même la possibilité que la personne qui voyait le flyer dans la boulangerie, elle voit aussi l'information passer sur des réseaux sociaux ou sur une e-communauté pour laquelle elle se passionne, quoi. Voilà. Une autre question, une autre réaction, hein, c'est pas obligatoirement une question, ça peut être une réaction. Pas de scepticisme face à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Alors moi, j'ai une petite question, enfin j'en ai deux, qui peut-être stimuleront le débat. Tout d'abord, une question qui s'adresse à Alexandre et à Julien.
Non, pardon, une question qui s'adresse à Dominique et Julien. Vous savez que les nouvelles technologies sont regardées un petit peu de manière ambivalente. Certains ont un regard absolument enthousiaste face à l'arrivée de ces réseaux sociaux, de ces nouvelles technologies, et puis il y a une autre partie, une autre frange de la société qui est plus sceptique, très clairement. Et les gens qui sont très sceptiques nourrissent l'idée que ces nouvelles technologies détricotent le lien social plutôt que le renforcer. Donc moi, ma question, c'est dans l'exemple de Start & Go, de Start-or-Not, ou dans l'exemple de l'initiative fédérale, est-ce que vous avez des arguments à opposer à ceux qui diraient que c'est bien que pour aller jouer au squash, il faut discuter physiquement avec les gens, ou pour aller courir un trail, l'important c'est de la rencontre humaine et pas la rencontre humaine via la technologie. Je vais commencer. Oui, c'est vrai que la difficulté, tu as raison, la difficulté que l'on rencontre, nous, c'est on est quand même malheureusement une fédération où il y a une grosse population je vais pas dire de vétérans, mais on est vétérans à partir de 35 ans au squash, mais il y a une grosse population de vétérans qui, même au niveau de la fédération par elle-même, qui a du mal à se connecter, quoi. Et ça, c'est un problème parce que malheureusement, et ça rejoint un petit peu l'histoire du boulanger, c'est que quand on met par exemple un outil en place au niveau de la fédé, et malheureusement, on met plus que cet outil. Et les gens qui n'y vont pas, moi des fois je fais des sondages sur mes collègues et j'ai pas de réponse parce que non, mais on s'est pas connecté, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant, quoi. Maintenant, le message que nous on fait passer, c'est que c'est vrai que c'est difficile de faire sans, quoi. Et quand on veut mettre en place une inscription en ligne ou un paiement en ligne, on est bien obligé de passer par là, quoi. Voilà. Moi, j'ai un autre avis. Je pense que c'est pas difficile de faire sans. Je pense que c'est impossible de faire sans. Je pense que ça détricote pas le lien social, ça le transforme. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui est venue au triathlon du Salagou pour faire son triathlon, elle serait jamais venue découvrir ce territoire si elle n'avait pas vu cette vidéo, si elle n'était pas à la recherche d'un bon plan, etc. Moi, j'ai qu'à parler de ma famille. Moi, je vois l'utilisation du numérique dans ma famille. J'ai parents, beaux-parents, oncles, tantes là, qui sont dans la génération 60-70 ans. Il n'y en a pas un qui n'a pas un smartphone. Et aujourd'hui, un est passionné de viticulture et il trouve l'application viticole ou ono passionnante. Un est passionné d'autre chose, il va le chercher via ça. On les voit pendant la fin des repas à un moment donné se connecter et dire « Ah ben tiens, tu as vu, j'ai fait ça ». J'ai vu ça, ou je me suis inscrit sur ce site, alors qu'il y a 15 ans, quand ça n'existait pas, on parlait d'autre chose, on parlait de tout et de rien et d'autres choses. Moi, je trouve que l'initiative de la Fédération de Squash est fantastique et je pense, et j'ai même une idée sur l'évolution de ce que ça va produire dans quelques années, c'est qu'il va falloir encore centraliser, à mon sens, les deux applications que vous avez de calcul de classement et de forum et de théorie des sphères là, que vous avez appliquées, et aller encore plus loin dans cette politique de réservation de cours, de communication et d'échange. Voilà. Aujourd'hui, des e-communautés qui se créent et qui ne matchent pas, il en existe beaucoup, et même par des grandes fédérations, parce qu'en fait, il ne se passe rien derrière. C'est-à-dire que aller chercher votre temps, soit sur le site de l'organisateur, soit sur le site de la fédé, ça n'apporte pas de plus-value. Mais si vous apportez une réelle plus-value, les gens vont venir et qu'ils soient connectés. Et j'ai même envie de dire, ils achèteront un smartphone pour être sur cette appli parce qu'ils trouveront ça fantastique. Donc en fait, quand on parle du grand méchant numérique qui vient manger la personne qui voyait son boulanger, qui touchait, qui créait du lien social, j'y crois pas du tout. Parce que si on amène une plus-value, dans un premier temps, ça passera par là, mais dans un deuxième temps, il va y avoir une rencontre. Si on fait du trail, c'est pour partager avec des gens. Si on fait de la course à pied, c'est pour partager. Enfin, bon, bref. Ou en tout cas pour
pour rencontrer les gens. Voilà. Et le squash, n'en parlons pas. Vous m'avez convaincu. Non, j'avais pas besoin d'être convaincu. J'aurais fait la même réponse, mais je voulais lancer le débat. Toujours pas de réaction? Donc je m'en charge, moi. J'ai des questions. Pareil, encore une fois, sur cette initiative fédérale, moi, ce qui me paraît intéressant, pour ceux qui connaissent mes travaux, je m'intéresse pas mal aux auto-organisés, j'en ai parlé hier. Est-ce que vous avez des feedbacks, des indicateurs qui vous permettent de savoir si cette application vous a permis justement de toucher ces pratiquants non licenciés que la fédération de squash, dont la fédération de squash a, à mon sens, besoin? Oui, je dirais que je reprends un peu ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est que c'est vrai que si on n'avait pas certaines applications, je dirais, en fait, ils sont tous compétiteurs, mais ils sont plus ou moins. C'est-à-dire, on a vraiment les compétiteurs qui sont vraiment dans la compétition, et d'autres personnes qui sont dans le loisir, mais qui en fait sont des compétiteurs quand même. Et c'est vrai que d'avoir mis ces outils en place, ça a permis d'avoir une grosse évolution au niveau ce qu'on appelle nous les compétiteurs. En fait, c'était déjà des compétiteurs, mais qui grâce à cet outil, ils étaient en sommeil, quoi. Oui, ils se sont vraiment mis à la compétition parce qu'ils ont pu justement voir leur évolution, se situer par rapport à la communauté, justement. Par contre, la chose la plus, je le redis, la chose la plus difficile encore à mettre en place, c'est au niveau organisation fédérale interne. Voilà, parce que on est, oui, sur une population peut-être de gens un peu plus âgés, et c'est vrai qu'à part certaines personnes qui sont vraiment persuadées du bienfait du système, ont du mal à accéder. Par contre, le retour qu'on peut en avoir, c'est vrai que c'est essentiellement en nombre de licenciés, en augmentation de ce nombre de licenciés. Et j'ai pas développé un autre sujet qui est aussi, puisque tout à l'heure la personne d'Issy-les-Moulineaux, enfin pas d'Issy-les-Moulineaux, mais qui voulait aller nager à Issy-les-Moulineaux, voulait réserver à distance. C'est vrai que maintenant dans nos clubs, qui sont essentiellement des clubs privés, il existe pas mal de systèmes, entre autres Resa Minute, des choses comme ça, où on peut réserver à l'avance, même payer en avance. Et c'est vrai que c'est vraiment une facilité de se dire demain je suis sur Paris, je vais aller jouer au squash de Vincennes, je réserve à l'avance, et même je trouve un collègue, un sportif pour aller jouer avec moi, quoi. Voilà. Juste pour information, notre plus vieille utilisatrice a 82 ans. Voilà. Donc ça marche aussi pour ceux qui sont plus âgés. Et du coup, une question vient de surgir. C'est qu'à un moment donné, une initiative comme avec StarterNote et une initiative fédérale peuvent peut-être même à un moment donné se rapprocher. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent aux courses et derrière, il y a un classement au niveau national qui est... La Fédération française d'athlétisme se met pas mal de choses justement sur les courses hors stade, les trails nature, etc. Voilà, c'est... Les gens, certaines personnes, là, surtout sur les trails, parce que c'est eux qui ont une vision, en fait, si vous voulez, de la qualité de leur territoire, nous utilisent comme la promotion de leur territoire. Donc, quand on travaille avec des collectivités territoriales, ce qu'elles cherchent, elles, c'est une promotion, c'est-à-dire faire venir des gens sur Millau ou ailleurs parce que il y a les gorges du Tarn, parce que il y a des falaises, on peut faire de l'escalade, etc. Et en fait, sur les teasers qu'ils nous donnent, ils nous donnent tout l'étalage de ce qu'on peut voir ou faire dans ces lieux-là. Donc les liens avec les collectivités territoriales, on les a. Les liens avec les clubs et les fédérations, on les a moins, parce que on les a seulement quand ils organisent des événements, on les accompagne dans l'organisation de leurs événements. Par contre, on a un lien fort avec toutes ces communautés dont on parlait tout à l'heure, de coureurs libres,
qui se réunissent le soir à 19h, qui ne payent pas de cotisation, etc. Et c'est ces gens-là que nous, on a tendance à plus capter parce que c'est ces gens-là qui recherchent la liberté du truc, s'inscrire au dernier moment, pratiquer gratuitement, y aller s'ils veulent ou s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Et ça, c'est l'intérêt, je pense, de votre application, de rencontrer quelqu'un et de se dire, bon, mais tiens, j'ai envie de faire un match à midi, et ben, je vais sur cette application. En fait, c'est de la facilité d'esprit, une réponse rapide à l'envie qu'on a, etc. etc. Voilà. Juste, donc, je voulais compléter ma question tout à l'heure, comme ça j'ai laissé le temps de répondre. Donc à Issy-les-Moulineaux, en effet, peut-être ça peut être envisagé, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en effet, il y a une DSP, donc c'est peut-être plus facile que si c'est en régie. Moi, je suis directeur des sports et je vois sur mon territoire, alors sur les espaces extérieurs, bien évidemment, tout le monde se les approprie. Alors on est quand même responsable des espaces extérieurs et on essaie de trouver des solutions et Dieu sait que parfois c'est pas évident. Je ne vais pas parler de tous les espaces extérieurs, mais il y en a des collègues qui savent de quoi je parle. Après, il y a 75 à 80% des équipements. Je vais prendre les gymnases, prenons les gymnases. On sait que sur les 35 semaines ou 36 semaines scolaires, ils sont pleins avec le mouvement sportif, éducation. Mais sur les périodes de vacances, qu'on le veuille ou pas, on a de la latitude. Et comment faire ? Comment faire et moi, je pose la question. En plus, je suis directeur des sports, donc comment faire pour encore plus optimiser ? Voilà, donc on peut en effet, je parle aux jeunes étudiants, il y a des étudiants là, créer une start-up et pouvoir trouver des applications pour pouvoir les proposer peut-être aux collectivités ou autres, se dire, bah voilà, moi j'ai 7 gymnases, j'en ai 4, il y a les animations sportives, etc., etc. J'en ai 3, ils sont vides de 8h à 22h, à part quelques stages de quelques clubs sportifs. Trouver des solutions peut-être pour optimiser, puisqu'on cherche des... voilà, est-ce que certains... Enfin, je lance un petit peu le débat, parce qu'aujourd'hui, on a vu hier, les ressources sont limitées pour les collectivités, et on essaie d'optimiser. Donc peut-être que l'e-communauté pourra aider, et c'est pas évident, parce que dans les collectivités, on est aussi un petit peu... peut-être... bon, on a aussi des règles, hein. On ne peut pas tout faire n'importe quoi. Donc je pense que ça sera facile à Issy-les-Moulineaux de le faire parce qu'il y a une DSP, etc. Mais lorsqu'on est en régie, ça sera peut-être plus compliqué, à mon avis. Voilà. C'est juste un avis. Aujourd'hui, dans les grandes villes et même autour des grandes villes, on voit naître un service privé payant que vous, les collectivités territoriales, n'avez pas utilisé. C'est-à-dire on voit naître de la construction de gymnases dans lesquels on met des terrains de foot, dans lesquels on met des terrains de tennis, etc. Et les gens viennent et payent pour ça. Alors que parallèlement, il existe un truc, c'est-à-dire votre outil, qui était, moi je le sais, je suis prof de PS, j'interviens à la fac, je vois, j'utilise tous les gymnases. On me dit en permanence que les installations sont bloquées et utilisées. Et véritablement, elles ne le sont pas tout le temps. Si on veut trouver un créneau, si on veut faire une activité, il n'y a rien de plus simple, véritablement, en tout cas sur le plan technique, il n'y a rien de plus simple que de créer une application. Okay, l'investissement en coût, il est dérisoire, il est rentabilisé sur même pas un an. Et par contre, le travail que ça demande, c'est justement de pénétrer ces e-communautés. C'est-à-dire qu'il faut cibler les personnes que vous allez avoir dedans, cibler l'activité qu'elles vont faire et aller les chercher là où elles sont. À partir du moment où elles savent que ça existe, ça va se faire sans vous. Je veux dire, ce qu'on appelle nous aujourd'hui à Montpellier le temple du foot, ils passent pas leur vie à aller chercher les gens. Tout le monde sait que ça existe, ils sont pleins et même les gens modifient leur emploi du temps pour aller utiliser les créneaux qui sont libres. Donc si des sociétés privées le font, je pense que voilà, des collectivités territoriales sont largement à même de le faire. Et peut-être même avec le même personnel qui se reconvertit en se reformant, et peut-être même avec moins de personnel que ce qui est le cas actuellement. Alors, je peux encore innover, mais bon, je crois que c'est quand même que ce serait bien que la salle participe, mais bon, il n'y a aucune obligation aussi, on peut... non. Quand on est enseignant, on n'a pas peur du petit blanc, là. Donc,
Les piscines connectées. Dernière petite question que j'ai en tête. Après, je suis à court, hein, donc il va falloir m'aider. Ah, merci. Je la garde en stock alors. Donc Samuel Arnal, étudiant de STAPS. Par rapport aux piscines connectées, est-ce que vous avez eu l'idée, par exemple, d'adapter ce système sur les pistes d'athlétisme ou non? Nous, non, mais le système existe. Oui. J'ai plus le nom en tête, mais oui, il existe. Oui, justement, c'est un sujet que je voulais aborder, que je n'avais pas mis dans ma présentation, mais par exemple, pour prendre l'expérience du squash, un des fabricants de cours de squash, la société ASB, qui est une société allemande, fabrique des sols connectés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sol vierge et choisir par exemple dans un gymnase si on veut que ce sol soit un sol de basket ou un sol de handball ou un sol de tennis. Il y a des lignes qui s'allument et même dans des cours de squash, on peut faire sur des parties qui sont en fait des parties vitrées, faire apparaître ce qu'on veut au niveau de la qualité de jeu ou de ce qu'on veut faire, quoi. Oui, je ne connais pas particulièrement l'athlétisme, je suis désolé, mais oui, donc je risque de me répéter, ça existe. Pour prolonger là sur les piscines connectées, donc moi je crois avoir bien compris l'intérêt que ça peut en tant que nageur confirmer, je dirais. Enfin voilà, de temps en temps ça m'amuse d'aller faire quelques longueurs. Je comprends bien l'intérêt. Par contre, la question que je me pose très technique, c'est en période d'affluence, comment est géré l'ordinateur où on vient déposer sa clé USB, parce que si il y a, je sais pas quoi, 20 nageurs qui arrivent en même temps pour nager, là, comment on gère la période d'affluence et même les LED, c'est-à-dire comment sont-elles gérées en période d'affluence? Parce qu'on sait très bien, je dis ça parce que je sais qu'il y a des collectivités territoriales dans la salle et qu'on sait très bien que les piscines sont un des équipements. Un des équipements sportifs qui sont overbookés. Voilà. Je dis juste un mot, et si vous le voulez bien, je passe la parole à Eric Chouquet, qui est le directeur commercial de la société Vermarine, qui exploite justement ici les Moulineaux, et je pense qu'il aurait une meilleure réponse que moi. Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'on s'est planté, on a donné un PC pas assez puissant. Ah, ok. Vous voyez, voilà, donc là on va évidemment le changer. Non, c'est pas Atari. Mais non, on a donné. Voilà, donc là, ça c'est un truc à améliorer évidemment. Après les périodes d'affluence, il faut les gérer, c'est clair, c'est pas simple. Ce qui est sûr, c'est que les maîtres nageurs de la piscine sont formés à l'utilisation. Donc n'importe lequel peut utiliser le soft, parce que ça nécessite une petite formation quand même, c'est pas évident. Et puis derrière, l'affluence, il faut la gérer. Mais Eric, je peux lui passer le micro. Oui, bonjour à tous, Eric Chouquet, donc directeur commercial de la société Vermarine qui exploite la piscine Feng Shui ici les Moulineaux. Alors, c'est pas la Feng Shui, c'est la Sevestre. Pardon, la Sevestre. J'avais la Feng Shui en tête parce qu'on parlait de la Feng Shui. Une excuse, c'est l'autre, la Sevestre. Alors, oui, évidemment, le premier intérêt, comme le disait très justement Alexandre, c'est évidemment l'usage que vont en faire les clubs. On expliquait très clairement l'intérêt. S'agissant du public, ça se fera évidemment sur les créneaux réservés, en lien avec cette application. Le concept chez Vermarine, c'est que nous avons des formules d'abonnement mensuelles, open, c'est-à-dire que vous payez un certain prix pour le mois et vous venez à la piscine autant de fois que vous voulez. On peut tout à fait imaginer, dans un futur très très proche, et c'est en test actuellement sur quelques-uns de nos équipements, via une application de réserver en ligne la ligne numéro 3 pour un temps donné, passage d'une 10 pendant une demi-heure. Voilà, mais ce sera évidemment des créneaux réservés sur des périodes de faible affluence. Il n'est évidemment pas question un dimanche matin ou un dimanche après-midi ou un mercredi après-midi d'utiliser ce système-là en baignade publique. C'est évidemment absolument pas compatible. Voilà. C'est une certitude. Merci pour ton aide, Eric. J'avais pas envie de poser une question délicate, mais c'est vrai que on sait que c'est une contrainte. On a la chance d'avoir le délégataire ici. Donc. Très bien, parfait.
Parce que voilà, on sait que les piscines sont parmi les équipements très utilisés. On sait que les piscines en France sont chargées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y en a pas assez, c'est tout. Ah ça, c'est une question qu'on bosse depuis 30 ans, 40 ans à peu près. Donc. Je peux juste te poser une question. Et c'est un système qui peut être installé après ou faut que ça se fasse à la mise en œuvre? Il peut éventuellement être installé après. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut être installé que sur un bassin Myrtapools. Mais il est préférable de le prévoir avant parce qu'on fait des réservations dans les panneaux inox verticaux pour faire passer les fils. Bon, on peut toujours les faire après, mais c'est quand même mieux de l'anticiper. Oui, juste une chose, toujours à propos de la piscine connectée. Il y a une société, donc je ne suis pas encore habilité à communiquer son nom, qui met au point, c'est quasi opérationnel aujourd'hui, et pas incompatible forcément avec le système que propose Myrtapools, qui serait des dalles connectées, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de faire du naming dans le fond des bassins ou passer des informations sur les horaires d'ouverture, sur les prochaines animations. Enfin, on peut tout imaginer. Donc, ce seraient des dalles qui seraient connectées, donc des écrans vidéo LED, où on pourrait faire passer toutes sortes d'informations. Ça, c'est un projet des sols connectés, voilà, fond des bassins. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est que là, vous travaillez en B2B, ou en tout cas entre sphère privée et collectivité territoriale, mais est-ce que vous avez pensé à solliciter les particuliers? C'est-à-dire qu'en fait, si les particuliers avaient connaissance de ce qui se passe à Issy-les-Moulineaux, peut-être que l'engouement qu'on verrait à Issy-les-Moulineaux dans quelques semaines parce qu'il y a ça pourrait être répercuté à droite à gauche. Est-ce que vous êtes invasif sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens sont au courant de cette idée formidable mais qui en est qu'à ses débuts? Parce que moi, depuis le début, ça mûrit dans ma tête. J'ai 15 ou 20 idées en tant que sportif, en tant que mini-entrepreneur, on va dire, mais entrepreneur quand même. Je me dis que en fait, ça organisera les piscines de même parce qu'on en a marre de nager avec quelqu'un qui fait du dos ou du double rando parce qu'il nous gêne dans la piscine. On en a marre d'arriver sur des créneaux qui sont surchargés. Or, si tout est fait au préalable, ça permet en fait d'étaler. Les gens, je vous dis, ils s'adapteront de toute façon. Les créneaux de grosse affluence, à mon avis, ils le sont parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de se dire il y a un meilleur créneau à ce moment-là, à cet endroit-là. Sinon, les gens changeront de piscine. Donc, en fait, à mon avis, votre système, il va pouvoir exploser quand les gens seront au centre, comme je disais sur mon dernier point. C'est si l'utilisateur est au centre de cette action, il choisira son créneau, il choisira sa piscine pour aller à un moment donné où il peut faire ça. Voilà. On y vient, évidemment, on y vient. Encore une fois, attention, là c'est la première fois qu'on voit un outil informatique, connecté, numérique, dans une piscine. Pour le running, ça existe depuis des années. Pardon, merci beaucoup. Ça existe depuis des années. Là, on en est au tout début, mais dans les cartons, il y a effectivement ce dont a parlé Eric, mais il y a encore des dizaines d'idées qui sont en plein développement. Et je pense que dans 5 ou 10 ans, on sera au niveau dans la natation. Mais ouais, il y a plein de trucs. L'acteur principal, ça reste celui qui nage. Ouais, c'est clair. Et en plus, non, mais évidemment. C'est un peu après le chantier, c'est-à-dire qu'on gère ce qu'on nous donne à gérer, c'est-à-dire que c'est pas nous qui avons sollicité Myrtapools sur Sevestre pour installer ce système-là, quoi. Donc, hormis sur les schémas concessifs, puisqu'on a une autre activité via une de nos filiales avec Suez aux France, qui est l'activité de concession. Là, en effet, on peut le proposer, puisque c'est nous qui, pour le coup, concevons, construisons et gérons sur une durée de 20-25 ans l'équipement, ce qu'on d'ailleurs on fait à partir de maintenant. Enfin, ça paraît être une évidence, très clairement. En tout cas, moi, le palier, pour moi, il passe par la e-communauté. C'est-à-dire que c'est ça. Si les gens connaissent ce système, ils iront vers ce système. S'ils ne le connaissent pas,
Ah oui, non, mais c'est sûr. Ils n'iront pas y cibler Moulineau, quoi. Il est certain que moi je rejoins complètement. C'est-à-dire que si vous avez une clientèle captive, mais au milieu d'un isochrone avec une concurrence alentour, celle qui veut faire des longueurs et qui veut améliorer son temps viendra plus facilement, enfin à équidistance, à Sevestre plutôt qu'à Boulogne-Billancourt, ou je ne sais où, ou à Meudon, très clairement. Bon, il n'est pas interdit de terminer un quart d'heure avant, hein, donc s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'arrêter. Mais par contre, je fais une dernière tentative pour vous donner la parole à... Bonjour, Sarah Gazanski, étudiante en Dust. Moi, je voulais vous poser une question par rapport aux piscines connectées. Est-ce que vous pensez qu'elles seront accessibles à tous, surtout les petites communes? Parce qu'on sait qu'elles n'ont déjà pas les moyens d'entretenir leurs piscines. Alors comment elles auraient les moyens d'installer un nouveau système? Alors, avec le micro. Pardon. On est en train de finir l'installation des bassins de la piscine de Chalette-sur-Loing. Chalette-sur-Loing. Personne connaît? Ouais, c'est une toute petite ville. Enfin, c'est une petite ville dans la région centre, pas loin d'Orléans. On va mettre 3 couloirs de virtual trainer à Objat. Objat, c'est au fin fond de l'Ariège. Donc, pour répondre à votre question, oui, les collectivités, même en ruralité, peuvent acquérir un virtual trainer. Ça vaut pas si cher, si c'était la question de fond. Ça vaut un couloir de 25 mètres, ça vaut 30 000 euros. Dans un projet qui peut coûter 7-8 millions d'euros, ouais, on met 30 000 en plus, c'est pas monstrueux et ça apporte un vrai service et un vrai rayonnement à l'équipement. Ouais, l'entretien, on est en train de voir que c'est pas si facile. On est en train de voir qu'il faut, voilà, il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées qui vont être à faire. Ouais. Toujours bien d'avoir des petits ratios, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est un temps plein, à peine un temps plein chargé par an dans une piscine. Maître nageur, enfin un prix moyen, hein, voilà, quand on fait le moyen entre les hôtesses de caisse, le directeur, les techniciens, les maîtres nageurs. Hein, la réalité, c'est plutôt 35 000 euros chargés par an. Donc, bah, c'est une année d'un temps plein. Voilà. Pour une durée de vie de 20, 25 ans, 30 ans et plus. Bon, je vous remercie, notamment Dominique, Julien et Alexandre, de nous avoir fait part de votre expérience. Pour conclure, je crois que voilà, très honnêtement, moi, ce que je retiens, c'est que tout est à faire, que l'on soit privé, public ou simple pratiquant. Je valide absolument l'idée qu'il faut, à mon avis, et c'est ce que je disais hier, penser de plus en plus nos politiques sportives du bas vers le haut et d'essayer d'éviter le plus possible, à mon avis, les politiques top-down, là, avec une fédération, un club, une mairie qui pense l'activité sportive pour tout le monde, parce que c'est trop hétérogène pour être pensé ainsi, à mon sens. Donc je crois que les communautés est aussi, à mon avis, quand même un tremplin dans ce sens-là pour écouter. Je sais que les collectivités territoriales sont toujours un peu en difficulté pour écouter les pratiquants, et notamment ceux qui ne sont pas organisés dans des clubs, etc. Je crois que c'est une initiative à prolonger, et puis avec les centaines d'options différentes, je crois qu'on a pas mal de taf là, dans ce domaine-là. Allez, je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et bravo à tous.